Ce projet n'était pas né de mon inspiration, mais des professionnels de santé au travail frustrés de dire « Sylvie, sur notre territoire, la majorité des entreprises, c'est des entreprises qui embauchent des immigrants. On a l'impression d'avoir zéro impact sur la prise en charge de santé et sécurité au travail dans ces entreprises. Est-ce qu'on peut étudier ce vide? » Alors, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a décidé de travailler sur les petites entreprises, donc de 10 à 50 travailleurs. Donc, on n'est pas dans la micro, ni dans la moyenne et la grande. On a décidé d'avoir un échantillon basé sur 28 entreprises, dont 19 étaient des entreprises qui embauchaient 25 de travailleurs immigrants et plus, et 9 entreprises qui étaient les entreprises de comparaison où il y avait très peu de travailleurs immigrants. Le running gag, c'est qu'on a eu de la misère à créer l'échantillon de comparaison. Même si on avait un territoire aux extrémités de Montréal, c'est-à-dire on s'est entendu avec le CSS de l'époque de Pointe-de-l'Île et de l'ouest de l'île, et même là, on avait de la difficulté. Il faut comprendre qu'administrativement, on ne peut pas, par les fichiers, repérer ces entreprises-là. Ce n'est pas une variable qui est inscrite dans les fichiers administratifs. Donc, c'est à vue de nez que les professionnels nous disaient « ici, il y en a beaucoup, ici, il n'y en a pas beaucoup ». Et au bout du compte, souvent, quand on vérifiait, c'est qu'il y en avait beaucoup. Alors, le critère d'inclusion, c'était que c'était d'abord des entreprises qui étaient sur le territoire du CSS de la Montagne et pour lesquelles il y avait eu au moins une intervention de l'équipe de santé au travail. Donc, on a sollicité 60 entreprises. Il y en a 7 qui ont été exclues parce que, certaines avaient fermé, d'autres ne rentraient pas dans le critère. Et vous allez voir, on en a vu quelques-unes qui sont un petit peu plus, mais ce sont des entreprises qui, en haute production saisonnière, dépassent le 50 travailleurs, mais généralement en ont comme 30-37. Il en fait que 22 des entreprises sollicitées qui ont refusé. Donc, on avait fait 3 collectes de données, une auprès des représentants de santé et sécurité au travail que l'entreprise nous identifiait, les professionnels de santé au travail qui avaient intervenu dans ces entreprises-là de notre échantillon, et on a fait aussi les dossiers administratifs, et j'ai oublié de la mettre, la 4e, que je voulais présenter des résultats, on a interrogé les travailleurs de ces 28 entreprises. Donc, on a vraiment essayé de regarder par tous les angles possibles la pratique. Donc, ce sont des entreprises, si on regarde rapidement, dans le groupe 1, 2 et 3, on s'entend que l'équipe de santé au travail suit les directives de la CSST pour visiter les entreprises. En général, les entreprises, comme je disais, étaient autour de 37-38 employés. Il y avait 9 entreprises qui étaient syndiquées, c'est quand même très rare, et la majorité ne l'était pas. On était dans différents types de secteurs, donc chimique, produits de métal, plastique, transport, etc. Donc, notre échantillon, comme je vous disais, on avait un groupe de comparaison et le groupe à l'étude. Ce qui nous a un peu déconcertés, c'est que parmi les 19 entreprises qui étaient à l'étude, plus de la moitié avaient 50 de travailleurs et plus, et je vous dirais que dans certaines entreprises, c'était 95 des employés étaient des immigrants. Immigrants, c'est-à-dire nés à l'étranger, là. Je ne parle pas de gens de 2e, 3e génération. Pour se rendre compte qu'à certains moments, j'arrivais à des entreprises où tout le personnel était des femmes des Philippines. Là, je me disais, il me semble que ce n'est pas le secteur habituel. Et pour se rendre compte que c'était la belle-sœur, la cousine, la voisine, ce sont des réseaux sociaux, vous allez voir, c'est assez dominant comme caractéristique. Alors ici, on voit, donc, parmi ceux qui avaient 50 et plus de travailleurs où il y avait une certaine homogénéité, on se rendait compte que entre le dirigeant, le superviseur et les travailleurs, il y avait une certaine homogénéité. Donc, le dirigeant était d'origine indienne, un cadre sur 2 est un Indien, puis 77 du personnel est indien. On est rentré dans des entreprises, une boulangerie, tout le monde était d'origine afghane. Alors, c'est là qu'on s'est rendu compte que la petite entreprise est un créneau d'insertion sur le marché du travail de beaucoup d'immigrants, surtout dans les premières années d'établissement dans le pays. Alors, il y a aussi des entreprises mixtes. La mixité vient souvent que le personnel dirigeant est canadien et le personnel employé est d'origine immigrante. On n'avait que quelques entreprises, mais là, ça faisait partie du groupe de comparaison. À notre grand étonnement,
les gens sont quand même là depuis quand même assez longtemps. On s'attendait à avoir beaucoup de gens d'immigration récente. Ce n'est pas le cas. Alors, l'argument de dire ça ne vaut pas la peine de les former parce qu'ils ne restent pas dans l'entreprise, c'est archi faux. Les gens restent là bien au-delà du temps d'insertion qu'ils se souhaitaient. Alors, il y a beaucoup de travailleurs qui sont là depuis, en général, 5 à 10 ans, alors qu'au départ, ils souhaitaient être là quelques années, le temps d'acquérir une expérience de travail canadienne. C'est la même chose aussi pour les dirigeants. Donc, en général, les gens sont là quand même depuis assez de nombreuses années. On a demandé qui ils étaient comme répondants de santé sécurité au travail, parce que c'est pas nous qui les avons choisis, là. C'était l'entreprise qui nous les désignait. Donc, en général, mais ce sont des gens qui représentent la direction. On n'est pas dans une dynamique de paritarisme. Loin de là. Ce sont des dirigeants qui prennent en charge le comité de santé et sécurité au travail, la formation, l'initiation à la tâche, etc. Donc, on n'a pas beaucoup de gens qui appartiennent, qui représentent les travailleurs dans ces entreprises-là. Et si on regarde, on a aussi des gens, et ça m'a beaucoup étonné, je suis beaucoup comptable, parce que dans ces entreprises-là, la tâche d'assurer le suivi de l'indemnisation, etc., revient souvent au comptable de l'entreprise. Alors, je peux vous dire que dans au moins le tiers des répondants, ils portaient bien souvent 2 et même 3 chapeaux. Il était directeur de l'entreprise, il représentait le comité de santé et sécurité au travail, il était aussi le directeur des ressources humaines. Donc, ce sont des gens qui ont des multiples fonctions. On a demandé s'ils étaient là depuis quelle expérience qu'ils avaient de la gestion de la santé et sécurité au travail. Alors, c'était très, très, très variable, entre 3 mois et 30 ans. Mais en moyenne, les gens étaient là depuis 9 ans, mais ils dédient en général 1h15 de leur temps à la santé et sécurité au travail. Il n'y a qu'une seule entreprise où il y avait un coordonnateur de santé et sécurité au travail. C'était une entreprise où il y avait 0 immigrants. C'était une fonderie et pour lesquels il y avait une structure de gestion de la santé et sécurité au travail extrêmement normée. Donc, c'était le seul cas qu'on a vu où il y avait une entière prise en charge, à la fois préventive et correctrice. Bon, comme je vous disais, on leur a demandé s'il y avait de la formation. La plupart n'en ont pas. Aucune formation ni en gestion des ressources humaines, ni en santé et sécurité au travail. Mais ce ne sont pas des gens non scolarisés. Alors, il faut voir que chez ces administrateurs-là, qui sont aussi des immigrants, beaucoup arrivent avec des formations, sont très qualifiés. D'ailleurs, il y a un problème de surqualification. Ils ont des PhD en toutes sortes d'affaires, mais surtout pas en gestion de la santé et sécurité au travail. Les comités de santé et sécurité au travail, on nous disait oui, il y en a, mais ils ne sont pas paritaires. Pour la plupart, où il y a des immigrants, ce sont surtout les superviseurs et les cadres qui agissent comme membres du comité de santé et sécurité au travail. Sauf une entreprise qui, à mes yeux, était quand même modèle. Le comité de santé, le comité paritaire avait été accompagné par l'ASP auquel ils appartiennent et ils avaient été accompagnés pendant plus de 2 ans pour monter le comité, répartir les tâches, définir les compétences, faire des ordres du jour, faire des analyses de poste. Donc, il y avait vraiment eu là, un travail de proximité pour permettre le développement de ces compétences-là. On a regardé qu'est-ce que faisait le comité de santé et sécurité au travail. Donc, la réponse première, c'est on recherche des solutions, puis on implante des solutions. Donc, toute la partie analyse ergonomique, analyse des risques, ça, c'était moins présent. Donc, et en termes de budget, tout le monde considère que ce qu'ils ont comme budget, c'est suffisant, mais personne ne pouvait me dire combien était ce budget-là. On a regardé quelle était la formation et l'information. Alors, on a demandé aux gens si on initiait les nouveaux employés. On nous a dit oui. Il y a quelques entreprises qui nous ont dit non. Nous, on n'initie pas nos employés, on les met direct au poste, ce qui est un peu inquiétant, et surtout quand on est dans le produit du métal. Mais en général, les entreprises les plus performantes avaient, entre autres, développé des systèmes de compagnonnage. Donc, on prenait un plus ancien hispanophone afghan et on initiait un plus jeune pendant quelques semaines allant jusqu'à 3 mois dans certains cas. Si on regarde les sujets abordés, c'est l'utilisation des équipements de protection individuelle, la sécurité, les solvants et les mesures d'urgence. Donc, comment on fonctionne? Par affiche, ça c'est un peu désolant. Et les pratiques supervisées arrivent un peu plus loin dans les pratiques et les vidéos, c'est qu'encore plus rare en termes de pratiques
qui étaient les formateurs, les supérieurs immédiats, les propriétaires, les membres du comité de santé et sécurité au travail et les CSS. Donc, on voit que dans quelques entreprises, on a dédié des gens à la formation. Je pense entre autres une entreprise de chocolat où l'entreprise avait formé tout son personnel, ce sont toutes des femmes latino-américaines, à une formation de santé et sécurité au travail qui venait de l'extérieur. Et la contremaîtresse, elle s'est rendue compte, parce qu'elle parle espagnol, un espagnol de vacances du Sud, elle s'était rendue compte que les gens avaient rien compris. Elle avait dépensé des milliers de dollars et les gens avaient rien compris. Donc, elle a décidé de prendre son plus ancien travailleur hispanophone et elle a dit, dorénavant, c'est toi le formateur. Et elle l'a formé parce que ça posait de sérieux problèmes de sécurité. C'était des entreprises alimentaires. Donc, la résolution de problèmes, on a demandé qui étaient les personnes à l'extérieur qu'ils consultaient. En général, les entreprises préfèrent faire ça entre eux, mais le professionnel qu'ils vont souvent consulter, c'est les gens de l'équipe de santé au travail et ensuite l'inspecteur. Donc, on voit qu'il y a un petit problème. Quand on leur demandait dans les résolutions de problèmes qui participait, bien, les travailleurs sont là qu'occasionnellement. En général, ce sont les patrons, surtout les superviseurs, et très peu les gens de l'extérieur. Donc, le pouvoir d'influence qu'un conseiller externe peut avoir sur la prise en charge partagée par paritarisme est très faible. On a regardé quelles étaient les activités de vérification des mesures de santé et sécurité au travail. Donc, on a questionné les gens sur les audits internes, externes, gestion de pays, mesures d'urgence, vérification des équipements d'hygiène. Et bon, ben, c'est surtout les prévention machine qui est appliquée de façon très régulière. Et jamais, moi, je vous avoue que ça m'inquiétait de savoir qu'il y avait des entreprises où il y avait zéro formation sur les mesures d'urgence, zéro pratique. Et j'ai quand même visité des entreprises là, de produits chimiques, de plastique, de peinture. Donc, on a aussi interrogé les professionnels de santé au travail pour se rendre compte, ce qu'ils disaient, c'est qu'il y a un problème. Quand eux visitent les entreprises et ils tentent d'interroger les travailleurs, c'est le silence. C'est un silence collectif. Les gens ne veulent pas porter blâme, ne veulent pas rien dire pour pas que ça devienne un blâme à l'égard de l'entreprise, qui est bien souvent quelqu'un de leur communauté. Donc, il faut voir que la petite entreprise pour les travailleurs immigrants est bien souvent le réseau d'insertion, donc ils se doivent de loyauté, soit envers le patron qui les a embauchés, soit leur beau-frère, leur cousin, leur ami, leur voisin, qui a fait en sorte qu'ils ont pu rentrer dans cette entreprise-là. Donc, le devoir de loyauté va primer sur toute autre action qui pourrait être mal perçue comme étant une contestation de ce qu'ils font. Alors, on a vu des entreprises qui ont fait d'autres choses qui ont été super chouettes dans certains cas. Entre autres, j'ai vu une entreprise, et ça, c'est le comptable, qui est un Canadien, qui a décidé, bon, dans une période de crise économique, d'aller chercher des fonds pour la francisation des travailleurs. Et ils ont demandé aux professeurs de français, payés par le MIC, de faire des cours sur la santé et sécurité au travail et donc d'intégrer toutes les notions à l'intérieur des activités de francisation. Et on s'est rendu compte que, bon, comme là, c'était en fonction des compétences linguistiques, on a mis des patrons avec le balayeur, donc tout le monde était comme un peu mêlé dans sa hiérarchie dans les cours de francisation, et ça a été un succès mirobolant. Cette idée-là, je pense qu'il ne faut pas la perdre de vue. C'est un élément important dans les dynamiques de prise en charge. Quel est le devoir de loyauté qu'a le travailleur envers son patron, envers ses collègues qui sont bien souvent de la même communauté que lui? On a interrogé les travailleurs, donc on a demandé à nos mêmes 28 entreprises lesquelles accepteraient de transmettre des questionnaires aux travailleurs. Il y en a 19 qui ont accepté. Sur les 19, il y a 68 % des travailleurs qui ont accepté de répondre aux questionnaires, mais on s'entend, c'était des entreprises où on avait une présence d'immigrants très, très importante, mais ils n'ont pas accepté de participer, ou très peu. Puis pourtant, tous nos questionnaires étaient traduits, là, en arabe, en espagnol, et on pouvait avoir des interprètes, et malgré ça, il y avait le travailleur immigrant souhaitait moins participer. Donc, sur les 181 qui ont participé, il y avait 63 travailleurs nés à l'étranger. Donc, on voit ici la répartition. Et en général, c'était des gens quand même qui étaient là depuis, en majorité, depuis plus de 10 ans.
En général, ils n'ont pas eu besoin d'être accompagnés pour compléter le questionnaire, ils l'ont fait par eux-mêmes. Donc, c'était surtout des hommes. On est dans des entreprises où il n'y a pas beaucoup. S'il y avait des femmes, c'était souvent toutes dans la même entreprise. Donc, c'était des entreprises féminines, latino-américaines et philippines, entre autres. Ce qui est important ici de voir, c'est que parmi les gens qui ont répondu, 6 ont déclaré avoir une maîtrise et les 6 étaient des immigrants. Il y en avait 19 qui avaient déclaré avoir des baccalauréats, alors que ce n'était pas exigé par la tâche. 11 étaient des immigrants. Donc, le phénomène d'insertion sur le marché du travail via la petite entreprise reste vrai, se confirme, même pour les gens très scolarisés. On a interrogé les gens sur ce qu'on avait identifié comme étant les pratiques de santé et sécurité au travail les plus communes, que ce soit est-ce qu'il y a un comité de santé et sécurité au travail dans votre entreprise, est-ce qu'il y a une formation à l'embauche, capacité à identifier les risques. Donc, on a comparé les réponses, les noms. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans l'entreprise. Je veux juste vous dire, c'est une réponse sur la perception. Donc, les gens ont répondu oui, il y a un comité de santé et sécurité au travail ou non, il n'y a pas de comité de santé et sécurité au travail à partir de leur perception. Donc, on voit qu'en général, sur la majorité des questions posées sur les pratiques de santé et sécurité au travail, les travailleurs immigrants répondent non plus souvent que les travailleurs canadiens et sur l'ensemble des choses. De cette étude-là, on a fait des recommandations. En fait, le CSS de la montagne a décidé de porter les recommandations. Et parmi les 7 recommandations qu'on avait élaborées à l'époque, celle qu'on a retenue, c'était offrir aux propriétaires des petites entreprises une formation sur les lois, règlements et obligations des employeurs en matière de santé et sécurité au travail, particulièrement les dirigeants issus de l'immigration. Parce que là, on est dans des entreprises, bien souvent, où l'immigration est sur les 3 paliers, pas juste les travailleurs. Donc, et c'est pas de mauvaise foi, là. Ces gens-là ont des références autres en matière de santé et sécurité au travail, donc ils réinterprètent le cadre de référence dans lequel ils se retrouvent et pour lesquels ils ne sont pas toujours accompagnés. On a aussi avancé l'idée de soutenir et accompagner le développement des comités de santé et sécurité au travail là où dans les entreprises il y a beaucoup d'immigrants pour s'assurer qu'il y ait une réelle contribution, une réelle participation. Offrir aux travailleurs immigrants et allophones une formation en santé et sécurité au travail, une initiation à la tâche lors de leur embauche et d'introduire des outils pour soutenir les petites entreprises à faire de sorte que les obstacles culturels, linguistiques et la méconnaissance des lois soient surmontés. On a créé une table de concertation immigration, santé, sécurité au travail et employabilité. Donc, on s'est dit, bien, je pense qu'il y a des axes qu'on devrait essayer de développer. Un contenu de formation adapté aux travailleurs issus de l'immigration. Il a fait beaucoup de travail avec les communications de la CSST pour faire en sorte que l'information soit plus facilement accessible, plus vulgarisée, plus malléable à la fois pour les travailleurs et les employeurs. On a aussi formé les professionnels de santé au travail sur la réalité des immigrants, entre autres toute cette dynamique qui est un peu sclérosée dans les petites entreprises à cause de la loyauté. L'équipe de santé au travail de Montréal a voté pour accorder son projet à cet effet-là. On a aussi accompagné les entrepreneurs dès la création de l'entreprise, donc avec la Fédération canadienne des petites entreprises indépendantes. Ils ont fait une démarche pour pouvoir accorder une attention particulière à ces entreprises. Et moi, avec la santé publique, on est en train de développer un argumentaire favorable à la prise en charge de la santé et sécurité au travail dans les 3 créneaux d'insertion des travailleurs immigrants, la petite entreprise, les agences de location de main-d'œuvre et les travailleurs étrangers temporaires. Donc, ce projet-ci nous a amené d'autres projets. Donc, comme je disais, santé et sécurité au travail des travailleurs qui cumulent des précarités, un processus de réadaptation pour les travailleurs immigrants dans un contexte interculturel, les dynamiques de prise en charge dans les petites entreprises qu'on veut, un projet international, mais pour lequel le réseau de recherche santé et sécurité au travail m'avait donné du seed money pour l'élaborer, et un projet que j'ai mené aussi sur les travailleurs étrangers temporaires. Je vais passer rapidement là-dessus pour vous dire, c'est sur ça que présentement on travaille, c'est de faire en sorte que la santé publique, les instances de surveillance de l'état de santé puissent éventuellement intégrer les éléments de précarité auxquels les travailleurs sont
sont assujettis comme travailleurs immigrants pour être capables de faire un état de santé, non pas juste en fonction d'un type de risque ou en fonction d'un type d'entreprise, mais en fonction aussi, entre autres, du lien d'emploi. Alors, on l'a vu, moi je l'ai vu dans toutes les sphères que j'ai travaillé, que ce soit avec les agences de location de main-d'œuvre, où la majorité sont des immigrants, il y a toujours un problème de silence et de loyauté qui va faire en sorte que ces travailleurs-là ne contesteront pas ou ne discuteront pas ou s'investiront pas dans la prise en charge de la santé et sécurité au travail pour des questions de précarité. Précarité du lien d'emploi, précarité du statut migratoire, précarité professionnelle. On l'a vu, là, ces gens-là qui ne sont pas scolarisés, mais ils ne sont pas reconnus dans cette scolarité-là, et les précarités aussi économiques. Alors, je pourrais vous parler des travailleurs étrangers temporaires, je pourrais vous parler des travailleurs d'agence. Je pourrais être ici encore 2-3 heures. Je vais arrêter ça.